Sabrina était une fille sensible et délicate, ce qu'on pourrait appeler une fille à papa. Chaque matin à l'école maternelle, elle pleurait quand il était l'heure pour sa mère de partir. Cela a duré pendant les 3 années où elle a fréquenté l'école. Le soir, sa mère l'abordait et lui racontait une histoire avant de s'endormir. Le matin, elle l'habillait et l'emmenait à l'école maternelle et plus tard à l'école. Sabrina ne pouvait pas imaginer sa vie sans sa mère, tout tournait autour d'elle. La mère de Sabrina était une jeune et belle femme. Elle a perdu ses parents très jeunes, ils ont eu un accident alors qu'elle avait à peine 18 ans. Hélène s'est mariée après avoir terminé ses études de chemin de fer et a travaillé comme préposée à la gare. Les jours où Hélène travaillait de nuit étaient les plus durs pour Sabrina. Sabrina n'aimait pas rester avec son père. Elle faisait constamment des crises de colère et posait des questions à sa grand-mère, la mère de son père, lui donnait des sueurs froides. Avec sa mère, en revanche, Sabrina était l'enfant parfaite. Elle l'écoutait, la respectait et essayait de lui ressembler. Hélène chérissait sa fille de tout son cœur. « Maman, quand je serai grande, Sabrina, 7 ans, demandait-elle, est-ce que je te ressemblerai ? Tu le seras. Tu le seras certainement, sourit la femme en tapotant la tête blonde de sa fille. Tu seras une vraie beauté, une blonde aux yeux bleus. Je veux vraiment te ressembler, disait la jeune fille. Hélène et David vivaient en harmonie et en paix. Ils s'aimaient et leur relation était basée sur le respect mutuel. La passion s'était un peu apaisée au cours de leurs 7 années de mariage. Les émotions s'étaient calmées, mais le respect restait intact. Et aussi l'attention et la tendresse. Le mari et la femme essayaient de s'entraider et de se soutenir mutuellement. Le seul problème était que l'homme avait été élevé dans l'idée que certaines tâches étaient strictement réservées aux hommes et d'autres aux femmes. Si Hélène n'avait pas le temps de préparer le déjeuner, David, qui revenait plus tôt, préférait prendre une collation plutôt que de préparer une soupe. Il en était de même pour le ménage ou l'aide aux devoirs de sa fille. L'homme considérait ces tâches comme strictement féminines et presque honteuses pour un homme. Il pouvait couper du bois, s'occuper du jardin ou couper du foin pour les vaches. C'est ainsi que les parents de David l'ont élevé. Et malgré tous les efforts d'Hélène pour adapter son mari aux réalités modernes, cela n'a pas fonctionné pour elle. Malgré cela, ils ont rarement eu des scandales ou des disputes. Ils ont appris à s'accepter l'un l'autre tel qu'il était. David attendait patiemment que sa femme rentre du travail et le nourrisse sans provoquer de dispute. Peut-être que leur fille aurait été plus proche de son père s'il n'avait pas cru qu'élever une fille était la prérogative exclusive de la mère. Si c'était un garçon, ce serait une autre histoire, dit-il. Je pourrais l'emmener pêcher, lui apprendre à conduire et faire de la menuiserie avec lui. Mais avec une fille, que sais-je de ce dont elle a besoin? Oui, de la même chose dont tout enfant a besoin d'amour et d'attention. Hélène soupira. Mais David haussa simplement les épaules, disant qu'il ne savait pas comment aborder la question. « Eh bien, tu me donneras un fils, et ensuite je l'élèverai, dit-il. »« Fais attention, » rigola sa femme. « Tu pourrais le regretter plus tard. » La parole d'un homme et son engagement, la rassura-t-il. David et Hélène voulaient 2 enfants, mais ils n'étaient pas encore pressés d'avoir le deuxième. « Je suis un peu fatigué aujourd'hui, je vais me coucher tôt. » Hélène se leva brusquement et se sentit étourdie. « C'est peut-être le temps qui change, » dit-elle. Dernièrement, elle se fatiguait vite et se sentait toujours somnolente. « Peut-être que je suis enceinte, » se dit-elle, mais le test ne montra rien. L'été arriva avec ses tâches quotidiennes dans le jardin et le verger, ainsi que le travail et leur fille. Hélène a commencé à se coucher plus tôt et à prendre des vitamines. Mais le matin, elle n'arrivait pas à se lever physiquement. Son mari et sa belle-mère ont insisté pour qu'elle aille à l'hôpital. Elle était pâle, mangeait peu et maigrissait. Sa température avait également commencé à monter sans raison apparente. Et un soir, elle a eu un saignement de nez qu'elle a eu du mal à arrêter. « J'ai de mauvaises nouvelles pour vous, » dit le vieux médecin en se penchant sur la table et en essayant de ne pas regarder la femme dans les yeux. « Vous avez une leucémie. »« Ce n'est pas possible, » dit Hélène en regardant le médecin avec effroi. Que dois-je faire? Tout d'abord, vous devez subir un examen complet, puis nous déterminerons le traitement. Plus tôt vous commencerez à vous y attaquer, mieux ce sera. Beaucoup de temps a déjà été perdu. Hélène a été admise à l'hôpital pour des examens, et Sabrina est restée avec son père et sa grand-mère. Pour la petite fille, ces semaines sans sa mère ont semblé une éternité. « Maman,
Je suis si heureuse que tu sois enfin à la maison. » Elle serra Hélène dans ses bras à son retour. « Tu m'as tellement manqué. Tu m'as manqué aussi, ma puce. » Les larmes coulaient dans les yeux de sa mère. Elle était encore plus pâle et paraissait fatiguée. La peau de son visage émacié était presque translucide. La femme avait subi sa première chimiothérapie. Il était trop tard pour une opération. « Tu ne me quitteras plus jamais aussi longtemps, n'est-ce pas ?» demanda naïvement la petite fille. « Jamais », mentit sa mère à travers ses larmes. L'état d'Hélène ne s'améliora pas et elle resta de plus en plus allongée, essayant de reprendre des forces et de faire quelque chose à la maison. Elle n'allait plus travailler. Sabrina a essayé de rester avec sa mère et maintenant elle préparait le déjeuner ensemble. Hélène a essayé d'apprendre à sa fille de 8 ans tout ce qu'elle pouvait. La fillette lavait consciencieusement les pommes de terre et hachait les oignons. Sabrina elle-même nettoyait la maison sous la stricte direction de sa mère, mettait les vêtements dans la machine à laver et choisissait le bon cycle de lavage. Hélène préparait soigneusement et imperceptiblement sa fille à une vie indépendante. « Chérie, » disait-elle souvent en serrant sa fille dans ses bras, « je t'aime beaucoup et je t'aimerai toujours. Sache juste que quoi qu'il arrive, je suis là pour toi. Même quand je ne serai plus là, je serai toujours avec toi. Maman, qu'est-ce que tu dis? Nous serons toujours ensemble. » Sabrina embrassa les joues fines et creuses de sa mère. « Nous serons toujours ensemble », répéta sa mère en cachant ses larmes. La deuxième séance de thérapie de soulagement d'Hélène n'a pas aidé, et elle est revenue dans un état encore plus brisé. Il lui était difficile de se lever et de se déplacer dans la maison. David ne savait pas comment aider sa femme et il ne supportait pas de la voir souffrir. Il essayait de rester plus souvent loin de chez lui et s'enfuyait honteusement dès qu'il le pouvait. Le regard compréhensif, craintif et plein d'espoir de sa fille le troublait particulièrement. La fille essayait d'être avec sa mère à chaque instant. Sa belle-mère regardait Sabrina essayer d'adoucir le sort de sa mère, essuyant seulement ses larmes. Qui peut aider un enfant qui perd ce qu'il a de plus précieux, sa mère? Les jours chauds et ensoleillés du printemps, Sabrina et sa mère quittaient la maison. Elles s'asseyaient dans le kiosque de la cour et discutaient. Parfois, Hélène expliquait à sa fille comment prendre soin des plantes du jardin ou de ses fleurs préférées dans le parterre. Parfois, il s'agissait simplement de contes de fées ou d'anecdotes amusantes de leur vie passée. Désormais, cette vie semblait être un rêve inaccessible. Sabrina allait à l'école tous les 2 jours et son professeur fermait les yeux, sachant ce qui se passait dans la famille de la jeune fille. D'autant plus que Sabrina faisait ses devoirs en classe, et qu'elle s'attaquait même à de nouveaux sujets toute seule. Mais elle le faisait assise à côté d'Hélène. Elle sentait, même si elle ne se l'avouait pas à elle-même, que c'était leur dernier printemps ensemble. Sabrina ne pouvait tout simplement pas se permettre de perdre ses précieuses heures. Après avoir embrassé sa mère, elle est allée dans sa chambre le soir, attendant déjà avec impatience le matin. Après le départ de sa fille, Hélène a sorti du papier et un stylo et a écrit quelque chose pendant un long moment. Elle se coucha après minuit et David dormait depuis longtemps sur le canapé du salon. Sabrina se souviendra toujours de ce rendez-vous. Ils préparèrent à manger le matin, puis se promenèrent dans le jardin. Hélène était assise sur une couverture étendue sous un pommier sur l'herbe, tandis que Sabrina confectionnait pour elle une couronne de pissenlit. Cette couronne jaune donnait vie au visage pâle de sa mère, et semblait s'illuminer d'une lumière chaude et vive de l'intérieur. Le soir, elles offrirent à leur père un délicieux dîner. Il mangea et fit des compliments, et ils rirent et s'amusèrent, comme dans leur vie passée. Quand Sabrina alla dans sa chambre, comme d'habitude, elle serra et embrassa sa mère. « Chérie, je serai toujours avec toi. Je t'aimerai et te protégerai toujours, » murmura la femme. Sabrina hocha la tête et essuya une larme indésirable avant de courir dans sa chambre. Hélène s'enfonça avec lassitude dans son oreiller. Cette nuit-là, elle n'avait pas pris de papier ni de stylo, se remémora-t-elle. Les souvenirs la transportaient vers ces jours heureux et insouciants où elle était en bonne santé et profitait de chaque jour. Hélène s'endormit avec un sourire heureux sur les lèvres. Sabrina s'assit brusquement dans son lit, elle savait que quelque chose était arrivé. Quelque chose de très grave. Des centaines de marteaux frappaient ses tempes, des ennuis. Des gens s'étaient rassemblés autour de la chambre de sa mère. Grand-mère serra la fille dans ses bras et lui parla doucement. « Chère petite orpheline, laisse-moi partir » cria Sabrina. « Laisse-moi aller chez ma mère. »
Elle se libéra de l'emprise de la vieille dame et se précipita dans la chambre de sa mère. Elle était allongée dans son lit avec un doux sourire sur les lèvres. C'était exactement à quoi elle ressemblait hier quand Sabrina est allée dans sa chambre. Cependant, la beauté de sa mère semblait figée et sa peau était déjà froide. Sabrina le sentit lorsqu'elle serra et embrassa sa mère, pleurant sur sa poitrine. Quelqu'un essaya de l'éloigner, mais une voix lui dit « Ne la touche pas. Elle est vraiment en deuil. Laissez-la pleurer, cela lui fera du bien. Mais cela n'arrangera pas les choses. » La douleur qui engloutissait la jeune fille était si intense qu'elle n'en voyait pas la fin. Sabrina ne se souvenait pas très bien de ces jours-là. Au début, on voulait l'envoyer chez un voisin pour qu'elle ne voie pas ce qui se passait chez elle. Mais la jeune fille se libéra doucement, répétant une seule phrase « Laisse-moi aller voir ma mère ». Elle comprenait clairement que c'était les dernières heures qu'elle pouvait passer avec sa mère. Elle n'aurait jamais une autre chance comme celle-ci. Après les funérailles de Sabrina, elle avait beaucoup changé. Elle était passée d'une jeune fille joyeuse et pleine de vie à une pâle ombre d'elle-même. Elle allait toujours à l'école, faisait sa lessive et son repassage, et préparait même des repas simples, comme sa mère le lui avait appris, y compris les vêtements de son père, si sa grand-mère ne les apportait pas à temps, car elle devait désormais partager son temps entre deux foyers. Cependant, Sabrina essayait de n'interagir avec personne. Elle évitait même la mère de David, qui essayait de sympathiser avec elle et de l'aider, mais ne trouvait aucun moyen de la joindre. Sabrina a répondu brièvement à toutes les questions et a essayé de ne pas parler de ses sentiments et de ses expériences. Je ne sais pas quoi faire d'elle, David a haussé les épaules. La fille est en train de fondre sous nos yeux. Laisse-lui le temps, lui dit la voisine et grand-mère Agatha, qui venait d'apporter un pot de lait à David. Le temps guérit tout, et tu veux qu'elle oublie sa mère? Elle a besoin de passer par là pour s'en remettre. Ne t'immisce pas dans son âme. La mère et le fils échangèrent un regard. Il y avait une part de vérité dans les propos de la voisine. Agatha n'était pas psychologue, bien sûr, mais elle avait une grande expérience de la vie. Et finalement, ils s'éloignèrent de Sabrina. La grand-mère venait 2 fois par semaine pour aider aux tâches ménagères. Le père essayait de parler et de consulter sa fille, mais il ne s'immisçait pas dans son âme. Peu à peu, Sabrina a commencé à revenir à la vie et son rétablissement a commencé à petits pas. Sa mère l'a aidée dans cette tâche. « Sabrina, ceci est pour toi. » Le père entra dans la chambre de la fille. Il était en train de trier des documents et trouva un grand dossier en carton avec une note. Sa femme lui avait demandé de donner le dossier à leur fille après sa mort. Bien sûr, l'homme ouvrit le dossier. Il y avait des enveloppes scellées avec des lettres à l'intérieur. Il les remit soigneusement ensemble et les apporta à sa fille. Comment ne pas exaucer le dernier souhait de sa femme? Sabrina a trié les lettres de sa mère, au nombre de 11. Chaque enveloppe portait une date ou une note indiquant quand la jeune fille était censée l'ouvrir. Sabrina pleurait amèrement. Sa mère bien-aimée lui manquait tellement. « Ouvre-la maintenant », lut-elle sur l'enveloppe marquée du numéro 1. Les mains tremblantes, la fille ouvrit l'enveloppe. « Ma petite fille bien-aimée ». Sabrina lut, les larmes coulant à nouveau sur son visage, tandis qu'elle tenait le papier portant la petite écriture de sa mère. Elle le pressa contre son visage, sentant l'odeur de sa mère. « Si tu lis cette lettre, alors je ne suis plus avec toi. Mais tu te souviens de ce que je t'ai dit, je suis toujours avec toi. Chaque seconde, je te serre dans mes bras, ma petite fille. Il est arrivé que nos chemins se séparent. Mais tu dois être forte, la vie est dure pour les faibles. Tu dois vivre pour nous deux. Arrose mes fleurs préférées, regarde nos films préférés. Admire le coucher du soleil et salue l'aube. Fais-le pour moi et en ma mémoire. Ne pleure pas. Je t'aime et je t'aimerai toujours. Prends ton père dans mes bras pour moi, sois forte. Avec tout mon amour, je t'embrasse 1000, non, 100 000 fois. Ta mère. » Cette lettre est devenue le talisman de Sabrina. Elle la portait toujours sur elle et quand elle se sentait dépassée, elle la lisait et la relisait. La douleur s'est estompée, l'amour de sa mère l'a sauvée. La vie a continué, David n'a jamais trouvé de langage commun avec sa fille. Non, ils ont communiqué, mais seulement parce qu'ils vivaient sous le même toit. Avec grand-mère Sabrina, elle ne se confiait toujours pas, mais elle cohabitait normalement. À cette époque, Sabrina avait 10 ans. Le jour de son anniversaire, il était temps d'ouvrir la 2e lettre de sa mère. Dans ce message,
La femme a écrit que le temps guérit et que la vie continue. Elle souhaitait que sa fille étudie bien et atteigne le niveau dont elle rêvait. En lisant ce message, Sabrina a soudainement réalisé qu'elle voulait devenir médecin et lutter contre des maladies aussi insidieuses que la leucémie, qui avait emporté sa mère. La lettre contenait une carte avec des vœux et un baiser de sa mère. Elle avait laissé une empreinte de lèvres avec son rouge à lèvres rose préféré. Sabrina a pressé l'empreinte de lèvres sur sa joue. Pendant une seconde, il lui sembla que sa mère l'avait embrassée. Elle posa la carte sur la table et la lettre dans la boîte où se trouvait déjà le premier message. La petite fille avait peur qu'en la portant toujours avec elle, elle s'use. Sabrina a remarqué que leur voisine leur rendait visite plus souvent. Mademoiselle Zoé habitait de l'autre côté de la rue et élevait une fille qui avait 1 an de plus que Sabrina. La femme était divorcée. Au début, elle apporta une tarte aux pommes pour Sabrina et son père, en disant qu'elle voulait régaler ses voisins. Puis, elle apporta des fraises précoces de sa serre, en disant que son enfant avait besoin de vitamines pour se rétablir plus vite. La fois suivante, elle demanda à David de réparer sa serrure qui s'était cassée au moment le plus inopportun. Il y avait de nombreuses occasions de ce genre et Sabrina commença à remarquer que son père et mademoiselle Zoé échangeaient des regards étranges et rougissaient si elle entrait soudainement dans la pièce. Une fois, elle entendit leur conversation. La fille voulait boire de l'eau et entendit mademoiselle Zoé dire à son père dans la cuisine: « David, Sabrina n'est qu'une petite fille. Elle a juste besoin d'une famille normale, avec un papa et une maman, et elle pourra ensuite retourner à son ancienne vie. » « Enfin, je ne sais pas. Sabrina aimait tellement sa maman, répondit l'homme. Sa mère n'est plus là. Elle s'en remettra quand elle aura retrouvé une famille normale. Nous nous aimons et je pourrai devenir une vraie mère pour ta fille. Sabrina aurait voulu crier qu'elle ne se résoudrait jamais à cela et qu'elle n'oublierait jamais sa mère. Qu'elle n'avait pas besoin d'une famille normale ni d'une autre mère. Au lieu de cela, essayant de ne pas faire de bruit, la fille courut dans sa chambre. Là, elle éclata en sanglots. Elle n'avait pas du tout besoin de cette nouvelle famille, soi-disant normale. « Papa, je ne veux pas que cette Lady Zoé vienne chez nous. » Sabrina l'a dit à son père. « Et je ne veux pas vivre avec elle. Elle ne remplacera jamais ma mère. Personne ne peut la remplacer. » D'où vient cette idée? L'homme était déconcerté. Je n'avais pas prévu de vivre avec elle. Je comprends qu'une mère ne puisse pas être remplacée. Sabrina espérait vraiment que son père l'entendrait. Cependant, mademoiselle Zoé était une femme intelligente et adulte. De plus, David manquait de l'affection et de l'attention d'une femme, et elle savait en profiter. Quelques mois plus tard, David a finalement fait venir mademoiselle Zoé à la maison et l'a présentée à sa fille comme sa femme. Désormais, tante Zoé vivra avec nous. Elle va essayer de remplacer ta mère, dit-il en se cachant les yeux. Personne ne peut remplacer ma mère, s'exclama la jeune fille en sautant de derrière la table. David voulut la poursuivre, mais sa nouvelle femme l'en empêcha. Elle doit s'habituer à cette idée. Ne t'inquiète pas, elle finira par changer d'avis, dit la femme. La petite Sabrina pleurait amèrement dans sa chambre, se sentant trahie par un membre de sa propre famille. Avec l'arrivée de sa belle-mère, la vie dans leur paisible foyer a changé. Zoé a instauré ses propres règles. Elle aimait organiser des dîners raffinés pour toute la famille où chacun devait se réunir à table, discuter et sourire poliment. Elle essaya de vérifier le journal et les devoirs de Sabrina. Cependant, la fille était une excellente élève et n'avait dans son journal que des notes de remerciement de la part des professeurs. Donc, considérant que sa propre fille était bien pire à l'école, Zoé s'enlaça rapidement. Zoé parlait gentiment à la mère de David, mais elle se méfiait de la nouvelle mariée, pensant que son fils s'était précipité dans le mariage et n'avait pas pensé à Sabrina. Au début, les adultes voulaient mettre la fille de Zoé, Milana, dans la même chambre que Sabrina, mais la fille était catégorique. « C'est ma chambre et je ne la partagerai avec personne », déclara la fille. Avant cela, elle avait déjà pris des photos de sa mère et de ses bibelots mignons dans sa chambre. Mais ce serait inconfortable pour Milana de dormir dans le salon, et nous n'avons pas d'autre chambre, haussa les épaules le père. Alors, tu dors dans le salon et cette fille peut prendre ta chambre, pas la mienne. Sabrina s'exclama. Pourquoi es-tu si maligne? Zoé haussa la voix. Ce n'est pas à toi de décider qui dort où. Et qui décide? Toi? Sabrina regarda la femme avec une telle haine qu'elle eut peur et le père réalisa qu'il était allé trop loin. Il fit un compromis et plaça temporairement Milana dans le salon,
décidant de transformer le spacieux garde-manger en troisième chambre. Naturellement, les filles ne s'entendaient pas bien. Milana essayait de taquiner sa demi-sœur autant que possible, mais elle se comportait comme un ange devant ses parents. Sabrina ne cachait pas ses sentiments envers Milana et recevait constamment des réprimandes de son père et de sa belle-mère à ce sujet. En rentrant de l'école plus tôt que d'habitude, Sabrina a surpris Milana en train de fouiller dans ses affaires. Elle regardait des lettres dans une boîte. « Que fais-tu ici » s'est exclamée la fille. « Je regarde juste ce que tu gardes. » Milana a caché une des lettres derrière son dos. « Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Rends-la » La fille s'est jetée sur Milana et a essayé de lui arracher la précieuse lettre. Milana rit et le cacha derrière son dos. « Eh bien, viens le chercher » taquina-t-elle Sabrina. Pendant ce temps, David entra dans la pièce en entendant les filles crier. Il venait de rentrer à la maison pour déjeuner. L'homme a constaté par lui-même que les plaintes de sa fille concernant les mauvais traitements infligés par Milana étaient fondées. « Que se passe-t-il ici » demanda-t-il à voix haute. Milana jeta la lettre au visage de Sabrina et dit « Je plaisantais. »« Que faisais-tu dans la chambre de Sabrina » demanda l'homme. « Je ne peux même plus aller dans sa chambre » répondit la fille avec une question. Ce soir-là, le père ferma la porte de sa fille, sans tenir compte des objections de sa femme. Elle ne fera que s'éloigner davantage, et nous ne pouvons pas séparer les enfants de cette façon. C'est sa chambre. C'est un endroit où elle peut être seule et où se trouvent ses affaires personnelles. Sabrina a besoin de son propre espace, c'est juste sa nature, dit-il simplement et honnêtement. Regarde la princesse. Zoé renifla en regardant sa fille offensée qui dormait toujours dans le salon. Et comment Milana se débrouille-t-elle sans espace personnel? Milana est arrivée dans cette maison récemment, mais Sabrina y a grandi. Milana devra donc s'y habituer et s'adapter à sa fille, a dit l'homme simplement et honnêtement. Il ne s'entendait peut-être pas bien avec sa fille, mais il respectait sa petite personnalité. Sabrina a ouvert la lettre suivante de sa mère le jour de son 11e anniversaire. « Ma chère fille, » a écrit sa mère. « Aujourd'hui, tu as eu 11 ans. C'est ton 2e anniversaire que tu fêtes sans moi, mais n'oublie pas que je suis toujours là avec toi. Je t'aime et je t'aimerai toujours. Peut-être que ton père a déjà amené une autre femme dans notre foyer. J'espère qu'elle est gentille et que tu t'entendras bien avec elle. Je comprends que tu ne l'aimeras jamais autant que tu m'aimes. Mais si vous devenez amis, je serai heureux car la vie continue. Et c'est toujours plus facile avec le soutien de gens qui t'aiment. Si vous ne vous entendez pas, ne sois pas triste. Tu grandiras et tu quitteras le nid et notre père ne sera pas seul. Essaie de ne pas te disputer avec elle. Ce sera plus facile pour tout le monde de cette façon. N'oublie pas que les scandales et les rancunes ne rendent pas la vie meilleure. Je t'aime et je t'embrasse 100 000 fois. En guise de cadeau, Sabrina trouva quelques pissenlits séchés de la couronne qu'elles avaient confectionnés ensemble pour sa mère le dernier jour. La jeune fille grandit et sa relation avec sa belle-mère resta tendue. La belle-mère, bien sûr, essayait de promouvoir sa propre fille. Sabrina ne s'en souciait pas beaucoup. Elle était toujours une excellente élève, même si personne ne se souciait de ses études. La jeune fille avait prévu d'entrer à la faculté de médecine. Sabrina était également passionnée de danse et disparaissait le soir pour s'entraîner. Elle faisait tout ce qu'elle pouvait pour éviter autant que possible de croiser ses proches. Elle avait également du succès en danse. Elle avait de nombreux diplômes et médailles pour avoir remporté des concours à différents niveaux, une autre raison pour laquelle Milana et sa mère étaient jalouses. La fille de Zoé était sur le point d'entrer à l'université cette année, et la femme persuadait son mari de payer ses études dans l'une des universités de la capitale. Mais l'homme était têtu et déclara qu'il ne paierait pas pour qu'ils aillent à l'université. Il ne doutait pas que Sabrina y parviendrait, mais Milana n'avait aucune chance, même si elle avait 3 tuteurs. La fille était paresseuse et distraite, mais très belle. Elle comptait sur son apparence et sur le fait que son beau-père paierait ses études et que sa mère ferait pression sur lui pour qu'il le fasse. Sabrina ne fêtait plus ses anniversaires. Elle détestait toute cette mascarade avec des gens qui ne l'aimaient pas. Elle se rendit chez sa grand-mère, où elles prirent du thé et des gâteaux, et le soir, Sabrina lut une autre lettre de sa mère. Sabrina regarda les lettres, et chaque fois il y en avait moins. Toutes les lettres qu'elle avait lues étaient conservées dans une boîte, que Sabrina ferma également à clé, au cas où. Dans chaque lettre, sa mère lui parlait comme si elle était là,
vivant les problèmes de sa fille. Lorsque Sabrina est tombée amoureuse, sa mère lui a écrit le jour de ses 15 ans, lui parlant de son premier amour. Elle lui a dit à quel point ce sentiment était merveilleux, mais souvent, à cet âge, la personne que l'on choisit est idéalisée. Un peu plus tard, Sabrina a compris que c'était vrai. Son bien-aimé s'est avéré être ordinaire, comme tout le monde, et ses sentiments se sont vite refroidis. Sa mère lui a parlé d'amitié et de trahison, de relations entre adultes et de sa responsabilité. Et c'était toujours opportun, comme si la femme voyait ce qui arrivait à la jeune fille à ce moment-là. Dans cette lettre, après l'avoir félicitée pour son anniversaire, sa mère lui rappelait à quel point le choix de sa future profession était important, car il constituait une partie importante de sa vie future. Elle lui racontait comment elle avait rencontré le père de Sabrina à l'âge de 16 ans et était tombée amoureuse de lui pour la vie. Après son départ pour l'armée, elle l'attendit. Après la mort de ses parents et son retour, David épousa Hélène. Sabrina lut la lettre et pleura. Elle entendit à nouveau sa mère bien-aimée, lui parla et ils furent de nouveau ensemble. Dans cette enveloppe, Hélène a laissé à sa fille un cadeau spécial, une chaîne en or que le père de Sabrina lui avait offerte pour son 18e anniversaire. Milana a échoué à ses examens et il n'a pas été question qu'elle obtienne une bourse. David a refusé de payer ses études à l'université de la capitale et lui a proposé de s'inscrire dans un institut polytechnique d'une ville voisine. Les prix y étaient bien plus bas et le coût de la vie y était bien moins élevé. Milana refusa, c'était la capitale ou rien. Finalement, elle dut aller à l'université dans leur village pour éviter de perdre une année. Milana était en panique et sa mère était furieuse. Et Sabrina, avec sa médaille d'or en vue, devenait leur plus grande source d'irritation. Les filles se disputaient constamment et même le fait que Sabrina ne soit presque jamais à la maison ne pouvait les sauver. Un jour, Sabrina a oublié sa chaîne dans la salle de bain, qui lui avait été offerte par sa mère. Elle l'a enlevée et l'a accidentellement laissée sur la machine à laver, puis s'est précipitée dehors le lendemain matin. Cependant, le cadeau coûteux n'était pas sur la machine, en dessous ou à proximité. Sabrina savait que Milana avait pris une douche après elle. « Milana, » supplia Sabrina à sa demi-sœur, « s'il te plaît, rends-moi ma chaîne. »« Quelle chaîne ?» Milana fit une grimace surprise. « Je ne l'ai pas. Comment saurais-je où tu laisses tes affaires? Tu as un verrou sur ta porte. C'était sur la machine à laver dans la salle de bain, et tu es entré après moi. Après ça, elle a disparu. Je n'ai pas pris ta chaîne. J'ai la mienne. » Les filles crièrent. « Sabrina, ça suffit. » La voix de Zoé tremblait de colère. « Vous venez d'accuser ma fille de vol, excusez-moi tout de suite. » Mais elle l'a pris. Sabrina a failli pleurer. « Excusez-vous immédiatement. » La femme a crié. « Je ne le ferai pas, » s'exclama Sabrina. Milana prit la chaîne. « Ça suffit, » cria le père en frappant du poing sur la table. « Tu n'as pas vu qui a pris la chaîne. Peut-être que tu l'as perdue toi-même. Tu ne peux pas accuser quelqu'un comme ça. Tu es puni. Tu n'iras pas au concours de danse, » dit-il sévèrement. « Mais papa... » Sabrina essaya de dire quelque chose, mais son père se leva de table, indiquant que la conversation était terminée. Et seule Milana souriait. Au dernier moment, Sabrina a dû se retirer de la compétition. Elle a laissé tomber son équipe et s'est disputée avec l'entraîneur. Après cela, elle n'est pas allée au cours de danse pendant encore 2 semaines jusqu'à ce qu'elle explique enfin ce qui s'était passé. La chaîne a été trouvée par hasard. Sabrina l'a vue dans la poubelle alors qu'elle jetait les déchets. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle à Milana. « Comment puis-je le savoir ?» Milana haussa les épaules. « Je l'ai perdue moi-même. »« Pourquoi me demandes-tu ça? Tu fouilles dans les poubelles? Pourquoi dis-tu ça ?» demanda doucement Sabrina à sa demi-sœur. « Tu sais que c'est tout ce qu'il me reste de notre mère. »« Je ne suis pas intéressée, » répondit Milana avec indifférence. « Tu as de la chance d'avoir trouvé cette chaîne. » Sabrina a réussi ses examens et a été admise à la faculté de médecine grâce à une bourse. Zoé a essayé de convaincre son mari que l'éducation d'une fille dans la capitale était coûteuse et injuste, l'une dans une institution prestigieuse et l'autre dans un collège ordinaire. Mais son père lui a rappelé que Sabrina avait obtenu une bourse, ce qui signifiait qu'il devait simplement payer ses frais de logement et de subsistance. Il a convenu avec sa fille qu'il transférait une certaine somme d'argent sur sa carte bancaire une fois par mois. Sabrina n'avait pas envie de rentrer souvent à la maison.
Le cœur léger, la jeune fille partit pour la capitale, emportant avec elle ses objets les plus précieux, des lettres de sa mère et ses cadeaux. Elle ne regrettait pas d'avoir quitté son père, sa belle-mère et sa demi-sœur. Elle se dirigeait vers un nouveau rêve. Après s'être installée dans le dortoir et avoir fait la connaissance de sa voisine, une fille plutôt gentille qui allait devenir sa future camarade de classe, Sabrina ouvrit l'avant-dernière lettre de sa mère. On pouvait y lire « Ma chère fille, je ne doute pas que tu aies été acceptée dans un collège ou une université. Tu as toujours bien étudié et tu as été une enfant très intelligente. Si c'est le cas, sachez que vous êtes à mi-chemin de votre rêve. Maintenant, le plus important est de continuer, d'étudier, de faire des efforts et d'atteindre vos objectifs. Et sachez que je crois en vous. J'ai toujours cru en toi et je croirai toujours en toi. Je t'aime et je t'embrasse 100 000 fois. Je suis toujours avec toi, ma chérie. Dans chaque souffle de vent, dans chaque goutte de pluie, dans chaque rayon de soleil. L'amour d'une mère ne meurt jamais. » Sabrina pleura à nouveau, se sentant comme cette petite fille qui tissait une couronne de pissenlit pour sa mère. Elle mit la lettre dans la boîte, il n'en restait qu'une. On pouvait y lire, Sabrina sourit. Sa mère avait essayé d'être avec elle le plus longtemps possible, surtout au moment où elle lui manquait le plus. La fille toucha la chaîne autour de son cou, sourit et mit la lettre non ouverte dans la boîte. Elle se dirigeait vers un nouveau rêve.